Bonjour, je suis Christian Dagenet, je suis professeur au département de psychologie à l'Université de Montréal et chercheur principal de l'équipe Renard, une équipe de recherche en partenariat sur le transfert de connaissances. Notre équipe a un double défi. Dans nos renouvellements, on est évalué sur deux critères principaux qui sont, premièrement, de faire avancer la science, de l'utilisation de la science, d'autre part, de faire avancer les pratiques de transfert de connaissances de nos partenaires. Pour développer ces habiletés-là, il faut nécessairement se former. Il y a actuellement, au Québec et ailleurs dans le monde, une multitude de postes qui sont créés de responsables du transfert de connaissances, de consultants en transfert de connaissances, de courtiers de connaissances, mais il n'existe à peu près pas de formation pour développer les habiletés nécessaires pour mener les résultats de recherche, les transformer, faire un effort de diffusion vers des utilisateurs potentiels et que ces efforts-là et que ces transformations-là tiennent compte justement des besoins et du contexte des utilisateurs. Les médecins n'ont pas besoin, ils ne sont pas intéressés par les mêmes informations qu'un gestionnaire de centre de réadaptation ou que d'un intervenant social. Donc, on a développé des modules de formation sur le transfert de connaissances qui s'adressent à nos partenaires, bien sûr, pour répondre à leurs besoins, mais aussi à des chercheurs que l'on forme. Bien, pour créer le lien de confiance avec les milieux de preneurs, il y a différentes façons de faire, mais entre autres, il faut commencer à parler de transfert et de mobilisation des connaissances dès le début des projets. Qu'est-ce qu'on envisage de faire, pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça va changer dans la façon de mener les activités de recherche. L'exemple que j'ai envie de vous partager, c'est celui qu'on vient de terminer avec un projet qui s'intitulait Alliance SHS Afrique, donc pour sciences humaines et sociales, et qui touchait 4 instituts Pasteur dans le monde. Dans ces 4 instituts Pasteur-là, il y avait un projet qui visait à documenter les impacts de la vaccination COVID-19 sur les autres types de vaccination de routine. Dès le début du projet, on était là pour leur dire, bon, nous, on pense que les résultats que vous allez produire seraient utiles pour améliorer la qualité des services qui sont offerts à vos populations. Et on va donc mettre un accent fort sur des stratégies pour faire en sorte que les informations pertinentes se rendent vers les publics cibles pertinents. Donc, on a travaillé avec eux au départ pour les informer en fait de ce qu'on envisageait faire. Quelques mois plus tard, on a réuni tout le monde à Tunis pour une formation de 6 jours qui portait sur le transfert, mais on avait préalablement mené des activités de formation à distance avec eux. Et on les a revus quelques mois plus tard pour faire un suivi de leurs activités. On a clôturé le projet récemment. Mais dans ce projet-là, dans les 4 pays, il y a eu un plan de transfert qui a subi en fait plusieurs allers-retours entre notre équipe et les équipes pays pour s'assurer de sa pertinence, de la cohérence des activités qui étaient visées. Et ensuite, on a fait un suivi des outils et activités de transfert qui avaient été menés dans chacun des pays. Donc, on s'est aperçu qu'à la fin, partout, il y avait eu des activités pour rejoindre les décideurs, pour rejoindre les agents de santé communautaire, pour rejoindre les principales personnes impliquées dans le processus de vaccination dans chacun des 4 pays. J'ai commencé ma réponse en parlant des différentes approches, les principaux modèles de transfert de connaissances. Il y en existe une multitude, mais il y en a 3 principaux dont on parle le plus souvent. D'abord, modèle expert, donc qui est un modèle, passez-moi l'expression, de top-down, des producteurs de connaissances vers les utilisateurs, où il n'y a pas nécessairement de consultation en termes de besoins ou d'analyse du contexte pour développer les stratégies de transfert. Ce modèle-là, ça peut fonctionner, notamment dans le domaine biomédical, où on a testé un médicament avec des échantillons énormes, et puis des groupes de comparaison, puis des essais contrôlés randomisés, et puis ça fonctionne bien dans ce contexte-là. Mais dans d'autres contextes, ça fonctionne moins bien. Le deuxième modèle dont on parle beaucoup, c'est le modèle qu'on appelle résolution de problèmes, qui, dans ce cas-ci, part plutôt des besoins justement des milieux utilisateurs qui sollicitent des chercheurs pour répondre aux besoins qu'ils ont exprimés pour trouver des solutions à des problèmes auxquels ils font face. Et le troisième modèle, qui est un modèle interactif, où il y a une multitude d'échanges entre les chercheurs et les utilisateurs de connaissances. L'équipe Renard est un exemple parfait de ce type de modèle-là de transfert et d'utilisation des connaissances. Donc, dans un modèle comme celui-là,
comme il y a des échanges répétés, comme il y a vraiment une préoccupation de répondre aux besoins des uns et de faire avancer la science de l'autre côté, c'est un modèle qui favorise une collaboration. Il faut être conscient de l'importance d'adapter nos communications au public cible, mais il y a différents facteurs qui sont liés à l'utilisation de la recherche. Donc, adapter les connaissances au public cible, c'est fondamental. Et ensuite, quand on arrive à se pencher sur une stratégie de transfert de connaissances, on va structurer ça dans un plan de transfert qui va nous permettre de bien identifier quelles connaissances seront transférées à qui, dans quel but et par quels moyens. Il faut faire un effort de diffusion. Toute la recherche qui a été faite sur le transfert de connaissances montre que les stratégies passives de diffusion des résultats de recherche mènent à des résultats très mitigés. Et donc, ça prend des stratégies interactives où on va échanger avec les gens, où on va discuter de la pertinence, de la faisabilité de mettre en œuvre des recommandations qui découlent des travaux de recherche. Il faut aussi mettre en place des mécanismes d'échange formels et informels. Donc, ça prend des échanges répétés pour développer cette confiance-là et adopter un vocabulaire qui soit compréhensible par les deux parties. Et pour réussir tout ça, la présence d'un intermédiaire est de plus en plus prônée dans plusieurs contextes où on va former un intermédiaire entre les chercheurs et les utilisateurs de connaissances, un intermédiaire qu'on peut appeler courtier de connaissances, qui va aller chercher les besoins des milieux utilisateurs, qui va retourner voir les chercheurs pour voir s'il n'y a pas des données disponibles pour répondre aux préoccupations des milieux utilisateurs, sinon de développer des projets qui répondent à ces besoins-là. Les bénéfices les plus significatifs, je pense qu'à la limite, c'est de sauver des vies. Il y a une année, on a publié dans la revue La Conversation, ou en France, The Conversation, un article qui s'intitulait « Communiquer efficacement les connaissances scientifiques permet de sauver des vies ». Et on donnait plusieurs exemples d'interventions qu'on a menées ici au Québec, mais ailleurs dans le monde, notamment en Afrique francophone, où le transfert, les efforts de transfert de connaissances vers les décideurs politiques notamment, ont permis de modifier les politiques publiques et de rendre accessible, par exemple, au Burkina Faso, la gratuité des soins pour les mères enceintes et allaitantes et les enfants de 0,5 ans. Donc oui, ça permet de sauver des vies, mais ça permet aussi d'améliorer des pratiques, d'offrir des meilleurs services à la population, de prendre des décisions qui sont éclairées par les données probantes les plus solides dont on dispose au moment où la décision doit être prise.